Alors, Marilyn, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter, vous introduire un petit peu. Donc, Marilyn Vian, elle est diplômée d'un doctorat en chimie organique au laboratoire de chimie bioorganique et des systèmes moléculaires vectoriels de l'Université d'Avignon. Et elle a fait sa thèse sur la synthèse et l'étude de molécules amphiphiles glycolipidiques adjuvantes ou élicitrices d'intérêt phytosanitaire. Ensuite, elle a continué avec un poste d'ingénieure de recherche dans une start-up où elle a dû mettre en place et développer un laboratoire de recherche et d'analyse en agroalimentaire pour étudier l'influence de traitements phytosanitaires sur des cultures fruitières. Ensuite, en 2005, elle est recrutée en tant qu'ATER au laboratoire SQPOV, donc sécurité et qualité des produits d'origine végétale de l'Université d'Avignon, où elle a travaillé sur la synthèse et l'étude des propriétés antioxydantes d'ester glycosylé de l'acide caféique. Et ensuite, en 2006, elle est recrutée en tant que maître de conférence, donc toujours au SQPOV, et elle participe à la création d'une nouvelle équipe, qui est l'équipe GREEN, groupe de recherche en éco-extraction de produits naturels, dont elle prend la direction en 2023. Et les recherches de cette équipe, elles portent sur l'extraction végétale par des écotechnologies et des solvants alternatifs, et l'analyse de métabolites primaires et secondaires. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Marilyn à partir de maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma présentation s'intitule Technologie innovante et durable pour la valorisation du végétal. Alors, je commencerai donc cette présentation par quelques mots sur le laboratoire, enfin, sur l'équipe GREEN. Ensuite, donc, on abordera un petit peu ce qui est l'éco-extraction des produits naturels, ou la green extraction. Donc, je focaliserai ensuite sur deux techniques d'éco-extraction que l'on utilise ici au laboratoire depuis déjà pas mal d'années. Donc, vous verrez qu'il existe une multitude de techniques d'éco-extraction. Nous, on est plutôt experts dans la partie ultrasons et micro-ondes. Et le troisième volet un petit peu de nos recherches sont l'usage de solvants alternatifs pour l'extraction verte. Et je terminerai donc avec quelques mots sur le concept de bioraffinerie sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années. Alors, le laboratoire GREEN, donc c'est une équipe dans une UMR mixte Avignon Université INRAE qui s'intitule donc SQPOV pour sécurité et qualité des produits d'origine végétale. Donc on est une petite équipe d'une grosse quinzaine de personnes avec 4 permanents et de nombreux non permanents comme des ingénieurs de recherche, des étudiants en thèse, des stagiaires et également ce que j'appellerais une cellule industrielle, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs de recherche qui appartiennent à un groupe industriel et qui sont détachés de leur entreprise pour travailler au laboratoire sur des thématiques bien précises. Alors, nous avons aujourd'hui acquis une expertise dans le domaine de l'extraction des produits naturels en utilisant donc des écotechnologies ainsi que des solvants alternatifs pour des applications pas seulement alimentaires mais également non alimentaires comme pour la cosmétique par exemple ou même les bioénergies. Alors, nous travaillons aussi bien avec des partenaires académiques, comme l'INRAE, mais aussi d'autres universitaires. Et également, donc, on a une activité assez soutenue avec l'industrie, que ce soit des startups ou bien des grands groupes industriels sur, bien évidemment, la thématique d'extraction. Donc, ces collaborations peuvent être aussi bien à l'échelle du territoire, à l'échelle nationale,
l'échelle même régionale et aussi internationale. Alors, un petit schéma pour vous expliquer un petit peu l'axe principal de recherche de l'équipe, c'est la mise au point et le développement de techniques d'extraction plus respectueuses de l'environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éco-extraction. Alors, nous travaillons sur différentes biomasses. Ça peut être des plantes, bien sûr, mais ça peut être aussi des microalgues ou des levures, des bactéries ou même des insectes. On a travaillé donc sur des larves d'insectes. Donc notre savoir-faire, c'est donc d'utiliser un certain nombre de techniques d'éco-extraction pour extraire des métabolites bien précis, donc à partir de biomasse, avec des outils d'extraction, de séparation, de purification, à la fois à l'échelle du laboratoire, mais également à l'échelle pilote. C'est ce qui fait un petit peu notre particularité, c'est qu'on est capable de proposer des techniques d'extraction qui sont extrapolables, transposables à plus grande échelle. Et on a bien évidemment donc un parc analytique pour analyser tous les métabolites qu'on extrait. Donc on travaille aussi bien sur des métabolites primaires que des métabolites secondaires. Et donc pour les applications, comme je vous le disais, ça peut être des applications alimentaires ou non alimentaires. Alors, rappelons brièvement ce qu'est l'extraction végétale. Donc, à partir d'une matière première bien définie, donc, il est possible d'en extraire donc soit un pool de molécules, un totum, on peut dire, ou on peut aller jusqu'à la purification, la concentration, la purification pour aller jusqu'à identifier et séparer une molécule bien précise. Donc nous, on s'intéresse à l'étape clé d'extraction qui implique à la fois un procédé. Ce procédé nécessite de l'énergie avec l'utilisation généralement d'un solvant. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour la plupart des cas, c'est un solvant. Et les solvants peuvent être de toute origine. Et pour conduire donc, à l'obtention d'un extrait, et également d'un résidu d'extraction ou de rejet qui constitue en quelque sorte des déchets. Alors, l'extraction du végétal repose sur le principe de l'extraction solide-liquide. Donc, le mécanisme repose sur le transfert de matière du soluté vers le solvant. Donc, ce transfert, en fait, il se déroule en 3 étapes. Vous avez une première étape qui implique la diffusion du solvant dans la matrice végétale. Ensuite, la deuxième étape, les molécules du solvant vont entrer en interaction avec les molécules de soluté, pour lesquelles ils présentent une affinité. Il faut bien évidemment qu'il y ait une certaine affinité entre le solvant d'extraction et les solutés à extraire. Et enfin, la troisième étape, le solvant qui est gorgé de composés de solutés, solubles bien sûr, diffuse donc de la matière végétale vers l'extérieur. Alors, il y a un certain nombre de paramètres qui vont influencer l'étape d'extraction. Il y a bien évidemment le solvant, sa nature, sa polarité, sa sélectivité, et également tous les aspects toxicité, inflammabilité, etc. La matière première est également un paramètre clé puisque selon le type de biomasse, eh bien, cela va conditionner donc l'extraction. Déjà, il y a la granulométrie qui entre en jeu, la forme des particules, l'humidité de la biomasse. Donc, tout ça va conduire à une interaction avec la matrice et une diffusion et solubilité dans le solvant.
Vous avez également le procédé qui entre en jeu, s'il s'agit d'un procédé batch ou continu. Donc ça, c'est important. Puis aussi toutes les conditions d'extraction qui sont le temps, la température, qui joue sur la cinétique d'extraction et aussi sur la diffusivité du solvant, et également la pression qui peut favoriser également la pénétration du solvant dans les particules du végétal. Hop, je reviens en arrière. Alors, donc le laboratoire a été créé aux alentours de 2006-2007. Donc en 2010, on a créé un groupe de travail accompagné de nombreux acteurs de l'extraction, dont des industriels, des chercheurs. Et eh bien, on a identifié un certain nombre de problématiques, de verrous qui étaient liés à l'extraction des produits naturels. Alors, quels étaient ces verrous, ces problématiques? Tout d'abord, le problème de la renouvelabilité de la matière première se posait. Le problème également du procédé qui est généralement long et coûteux en énergie. Le solvant, donc le solvant qui est très souvent d'origine pétrochimique et qui représente une certaine toxicité vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis des utilisateurs. L'étape d'extraction génère également des déchets, des rejets, donc qu'il faut ensuite retraiter par la suite. Et tous ces verrous conduisent aussi, toutes ces problématiques peuvent conduire à l'obtention d'un extrait, mais qui n'est pas forcément très pur, un extrait contaminé, altéré, et qui peut être finalement de qualité assez médiocre. Alors, on a donc, à travers ce groupe de travail, donc on a identifié ces verrous et on a réfléchi à des solutions potentielles à mettre en œuvre pour lever tous ces verrous. Donc, c'est à ce moment-là qu'est né le concept d'éco-extraction végétale avec ces 6 principes. Alors, je vais vous énoncer donc, les 6 principes de l'éco-extraction. Alors, on s'est inspiré des 12 principes de la chimie verte d'Anastase et on a établi en quelque sorte les 6 principes de l'éco-extraction. Alors, ces 6 principes de l'éco-extraction impliquent donc la renouvelabilité de la matière première, d'utiliser un solvant alternatif, moins toxique et non issu de la pétrochimie, utiliser un procédé moins coûteux en énergie, de valoriser les déchets d'extraction, donc ne plus les considérer comme des déchets, mais les considérer peut-être comme des nouvelles matières premières pour en extraire d'autres produits d'intérêt. Au niveau du procédé en lui-même, réduire par exemple les opérations unitaires, ou même aller vers des procédés de rupture, de changer complètement les procédés, et dans le but d'obtenir un extrait le plus pur possible et le plus propre, exempt de contaminants, etc. Alors, l'ensemble de ces principes ont été décrits dans plusieurs ouvrages. Vous connaissez peut-être l'ouvrage de Farid Chemmat, Éco-extraction du végétal, et vous avez également un certain nombre de reviews dans lesquelles nous avons décrit un petit peu ces différents principes de l'éco-extraction. Alors, nous avons donc, on peut se targuer de dire que nous avons en quelque sorte créé et développé l'éco-extraction du végétal ou la green extraction donc pour la communauté internationale. Et en 2013, donc, nous avons donc lancé le premier congrès international dédié à la green extraction. Donc, ensuite, il y a eu différentes sessions
en 2016, en 2018, en 2022. Et en 2024, donc vous pouvez peut-être d'ores et déjà noter dans vos agendas, du 28 au 30 octobre, donc ça se passera à Compiègne, à l'UTC de Compiègne, aura lieu donc la 5e journée ou le 5e congrès dédié à l'extraction des produits naturels. Alors, les techniques d'extraction, les éco-techniques d'extraction permettent, donc, comme vous l'avez vu, hein, de réduire la consommation énergétique, de mettre en œuvre des solvants alternatifs et de conduire à des extraits plus qualitatifs, plus sains et avec un impact environnemental moindre. Donc tout ça, ce sont les critères des techniques d'éco-extraction. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'éco-extraction, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, donc vous avez pu voir déjà sur la diapositive précédente ici, qui montre un petit peu l'engouement de la green extraction dans la communauté scientifique. Donc, depuis 2013-2014, les travaux relatifs à la green extraction ne cessent d'augmenter et les techniques également donc, sont de plus en plus nombreuses. Vous connaissez probablement l'extraction au CO2 supercritique, l'extraction à l'eau subcritique, l'extraction par ultrasons, par micro-ondes, l'extraction par liquide pressurisé, les champs électriques pulsés, l'utilisation, alors après vous avez tout ce qui est extraction dite aqueuse, mais qui l'eau est associée à des adjuvants, on peut dire, à des additifs qui permettent d'améliorer l'extraction. C'est le cas des enzymes, l'utilisation, donc c'est des enzymes qui s'utilisent en milieu aqueux, et c'est le cas également des NADES, des solvants eutectiques profonds, qui également ont le vent en poupe dans de plus en plus de domaines. Alors, bien évidemment, il nous faudrait plusieurs heures, voire plusieurs jours pour décrire toutes ces techniques. Je me focaliserai aujourd'hui sur deux techniques qui sont l'extraction assistée par ultrasons et l'extraction assistée par micro-ondes. Alors, l'extraction assistée par ultrasons, donc les ultrasons sont des ondes vibratoires dont la fréquence peut varier entre 20 kHz et 10 MHz. Alors, il y a deux types d'ultrasons. On peut parler d'ultrasons de puissance qui utilisent des basses fréquences de 20 à 500 kHz environ. Alors, ce sont ces ultrasons de puissance qui sont notamment utilisés dans le domaine de l'extraction, mais aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Il faut savoir que les ultrasons sont déjà très connus du monde agroalimentaire depuis plusieurs décennies. Donc, grâce à ce savoir dans l'industrie agroalimentaire, petit à petit, les ultrasons sont arrivés dans le domaine de l'extraction. Et vous avez par ailleurs dans ce qu'on appelle les ultrasons de diagnostic, qui, eux, ont des fréquences beaucoup plus élevées et qui sont utilisés notamment dans le domaine médical. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux ultrasons de puissance qui utilisent des basses fréquences. Alors, les ultrasons de puissance reposent sur ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. Donc, les ondes sonores se propagent dans un milieu liquide. Il est nécessaire donc d'un milieu liquide pour que les ondes ultrasonores se propagent et elles vont entraîner une alternance de cycles de compression et de raréfaction, avec des vitesses qui vont dépendre de la fréquence appliquée. Et donc, suite à ces cycles de compression et de raréfaction, il va se créer ce qu'on appelle des bulles de cavitation qui vont croître et qui vont finir par imploser sur elles-mêmes spontanément
en créant ce qu'on appelle une zone d'énergie intense avec des micro-jets qui peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 100 mètres par seconde. Alors, c'est ce phénomène de cavitation qui est à l'origine donc des ultrasons de puissance. Alors, c'est justement donc ce phénomène de cavitation qu'on va mettre, qui va être utilisé dans le domaine de l'extraction du végétal. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la surface du végétal? On va imaginer ici que le disque vert ici, c'est une cellule végétale avec à l'intérieur des composés d'intérêt. Ça peut être des composés phénoliques, par exemple. Donc, à la surface du végétal, vous avez les bulles de cavitation ici qui vont imploser à proximité du végétal et qui vont créer des fissures. Donc, c'est le deuxième schéma, le schéma du centre, qui vont créer des fissures au niveau de la paroi cellulaire. Et cela donc aura pour conséquence d'augmenter la perméabilité des tissus végétaux. Donc, cela va pouvoir faciliter l'entrée du solvant, donc qui va pouvoir pénétrer plus aisément à l'intérieur donc des cellules végétales et qui va entraîner avec lui donc les molécules d'intérêt. Donc le relargage des molécules d'intérêt sera favorisé grâce donc à ces ultrasons qui vont en quelque sorte fragiliser la paroi cellulaire des végétaux. Alors, on peut l'observer ici, donc c'est des travaux que l'on avait effectués sur des graines de Carvi. Donc, c'est des photographies de microscopie électronique. Donc, on voit ici donc, des coupes de graines de Carvi avec une extraction dite conventionnelle, donc qui n'utilise pas d'ultrasons. Et ici, l'extraction par ultrason, où vous voyez carrément le végétal qui a été en quelque sorte transpercé par ces bulles de cavitation. Alors, les paramètres qui influencent donc cette technique d'extraction assistée par ultrason sont bien évidemment le solvant, puisqu'on travaille ici dans un milieu liquide avec du solvant. Donc la viscosité du solvant peut être un paramètre très important, puisque si le solvant est très visqueux, il peut limiter du coup la pénétration des ultrasons dans le milieu. La tension de surface, la pression de vapeur, donc ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. La température. Alors, il faut savoir que les ultrasons génèrent de toute façon de la chaleur. Donc, on dit que c'est une technique à froid parce que l'intérêt d'utiliser des ultrasons, c'est de ne pas chauffer. Mais intrinsèquement, on va avoir du chauffage, on va avoir une température qui va augmenter due aux ultrasons qui vont, eux, provoquer de la chaleur. Donc, on travaille généralement dans des réacteurs double paroi thermostatés pour éviter donc, cette augmentation de la température. Le ratio donc, volume solide-liquide, mais ça c'est aussi un facteur important dans la macération classique, le temps d'extraction, la puissance des ultrasons et également la fréquence. Alors, au niveau des équipements, il existe deux grands types d'équipements à l'échelle laboratoire. Alors, vous connaissez très probablement les cuves à ultrasons, donc c'est la photo ici A, la cuve à ultrasons que vous utilisez à la fois pour le nettoyage ou pour faciliter la dispersion d'insolutés qui auraient du mal à se disperser dans un solvant. Donc, c'est le système de bac à ultrasons. Donc, il existe des appareillages de ce type-là, qui vont, donc vous avez la photographie ici, ce sont des appareillages de 1 litre, 3 litres, 5 litres, et on verra que c'est transposable à plus grande échelle. Et vous avez donc des ultrasons générés par une sonde
donc soit dans un réacteur, donc c'est du batch, dans un réacteur thermostaté, comme je vous le précisais auparavant, ou vous pouvez travailler aussi en continu ou avec une pompe. Et là, vous faites passer votre solution. Alors, on avait travaillé sur ce dispositif-là pour faire passer une suspension de microalgues. Donc, pour fragiliser les parois des microalgues et pour en extraire ensuite les métabolites d'intérêt. Alors, vous avez également les dispositifs pilotes. À l'échelle pilote, voire... Pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu... Alors, à l'échelle pilote, vous avez les dispositifs donc, qui donc sont à plus grande échelle et qui peuvent aller jusqu'à des cuves de 1000 litres. Alors, un exemple, ici, il s'agit donc d'utiliser il a été donc question d'utiliser des ultrasons pour extraire les protéines de spiruline. Donc, ce sont des travaux de thèse qui ont été réalisés. Donc, l'idée ici était d'extraire les protéines à partir de spiruline. Donc, vous voyez ici le gain très important obtenu avec les ultrasons. Et donc, ici, imagé, vous avez un petit peu ce qui se passe au niveau des filaments de spiruline. La spiruline, c'est une espèce de spirale avec à l'intérieur les cellules de microalgues. Et donc, les bulles de cavitation, quand elles viennent frapper en quelque sorte le filament, eh bien, ça provoque ici une fragilisation, un éclatement du filament et un relargage beaucoup plus aisé des métabolites d'intérêt. Alors, on a pu observer également par microscopie optique, au fur et à mesure de l'utilisation des ultrasons, eh bien, au fur et à mesure de l'extraction, on voit ici que les ultrasons permettent de fragmenter, donc de plus en plus finement, pour obtenir complètement des débris cellulaires et en extraire donc totalement le contenu protéique de la spiruline. Alors, deuxième technique sur laquelle je vais me pencher, c'est l'utilisation des micro-ondes. Alors, les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques qui résultent de l'association d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Alors, ces ondes électromagnétiques se situent entre 300 MHz et 300 GHz. Alors, pour les applications dédiées au chauffage par micro-ondes, parce que ici, ce qui nous intéresse dans l'extraction par micro-ondes, c'est d'avoir ce chauffage par micro-ondes, la fréquence couramment utilisée, c'est du 2,45 GHz, donc qui est utilisée aussi bien pour les micro-ondes domestiques que vous avez peut-être chez vous, et également pour tout ce qui est application de laboratoire. Donc, ce 2,45 GHz correspond à une longueur d'onde à vie d'environ de 12 cm. Alors, pour les applications industrielles, on va utiliser plutôt une fréquence de 915 MHz. Tout ça pour avoir une longueur d'onde à vide beaucoup plus longue, environ de 33 cm. Alors, le chauffage par micro-ondes est associé à deux phénomènes. Ces deux phénomènes sont la rotation dipolaire et la conduction ionique. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur ces aspects-là. La rotation dipolaire, ça représente l'interaction du champ électrique micro-ondes avec la molécule polaire, qui est généralement l'eau, parce qu'on verra que l'eau on voit que l'eau est un dipôle et donc qui réagit très très bien au micro-ondes, qui absorbe très bien les micro-ondes et qui chauffe très très bien. Vous pouvez le constater tous les jours si vous faites réchauffer votre tasse de café, par exemple, au micro-ondes. Vous voyez que c'est quasi instantané, en même pas 30 secondes. Vous pouvez donc obtenir une tasse de café qui est déjà réchauffée.
Le deuxième phénomène, c'est la conduction ionique, qui correspond à l'interaction du champ micro-ondes avec les ions présents dans le milieu. Alors, l'habilité d'un solvant à chauffer sous micro-ondes va dépendre de la capacité de ce solvant à convertir l'énergie électromagnétique en chaleur. Et ceci est déterminé par ce qu'on appelle la tangente delta. C'est un facteur qui s'appelle aussi facteur de perte. Plus ce tangente delta va être élevé et plus le solvant, entre guillemets, va chauffer. Donc, si on regarde un petit peu les solvants usuels, eh bien, on constate que l'eau, si on prend l'eau, il y a une tangente delta de 0,123. On voit que l'eau chauffe déjà très très bien au micro-ondes. Donc, imaginez-vous ceux qui sont au-delà de 0,123, où ils chauffent encore plus vite. Donc, de l'éthanol, par exemple, on est à 0,941. Donc, évitez quand même de mettre de l'éthanol au micro-ondes parce que ça va être à ébullition quasiment instantanément. Donc, ce facteur permet de connaître, de savoir si le solvant va chauffer ou pas sous micro-ondes. Et si on regarde par exemple l'hexane a une tangente delta très très faible, on peut considérer que ce solvant est transparent au micro-ondes, c'est-à-dire qu'il ne chauffe pas sous micro-ondes. Alors justement, la pénétration des micro-ondes va être liée à la nature du milieu qu'elles vont traverser. Donc on a trois types de cas. On a le premier cas où l'onde va traverser la matière sans perdre d'énergie. Elle est donc intégralement transmise et le matériau est dit transparent. C'est l'exemple de l'hexane, je vous disais tout à l'heure. Mais c'est aussi le cas du téflon. Le téflon ne chauffe pas sous micro-ondes. Le deuxième cas, l'onde est absorbée par le matériau. Donc c'est le cas de l'eau. Et donc là, on dit que ces matériaux sont absorbants ou diélectriques. Et là, donc là, ça conduit à un chauffage donc du milieu. Donc c'est le cas de l'eau. Et enfin, donc, le troisième cas où l'onde ne pénètre pas dans le matériau, et là, l'onde est immédiatement réfléchie. On parle de matériaux opaques. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne doit jamais mettre de métaux dans les micro-ondes. Pourquoi? Parce que le métal va tout de suite réfléchir les micro-ondes et on peut avoir donc des arcs électriques dans les micro-ondes et qui constituent donc un danger. Alors, si on compare le chauffage par micro-ondes et le chauffage conventionnel, le chauffage conventionnel est lent. J'ai deux fichiers, je suis désolée. Hop. Alors, le chauffage conventionnel, ici, la différence entre le chauffage par micro-ondes, au niveau du chauffage conventionnel, on a un transfert de matière et un transfert de chaleur. Donc, le transfert de matière va de l'intérieur vers l'extérieur, alors que le transfert de chaleur, lui, va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le principe donc d'une extraction par chauffage conventionnel. Dans le cas ici de l'extraction par micro-ondes, eh bien c'est un chauffage qui est qui va chauffer de l'intérieur vers l'extérieur, qui est très sélectif. Donc, on a une certaine synergie donc, entre les deux transferts, le transfert de chaleur et le transfert de matière, qui conduit à une accélération du processus d'extraction. Alors, en ce qui concerne les équipements, donc un petit peu comme pour les ultrasons, je vous montre un petit peu les équipements qui existent. Vous avez donc à l'échelle laboratoire des fours micro-ondes qui ne ressemblent en aucun cas à nos fours domestiques. Hein. Et donc, vous avez la possibilité donc, de travailler dans des modules ici d'extraction fermés, où là, vous travaillez sous pression parce que vous fermez ici
le réacteur, et donc ça monte sous pression ici. Après, vous pouvez travailler à pression atmosphérique et faire aussi bien de la distillation. On verra un exemple avec la distillation des huiles essentielles. Et on peut travailler aussi par hydrodiffusion. Donc, ce mécanisme d'hydrodiffusion, donc a fait l'objet, donc c'est le dispositif que vous avez à votre droite, a fait l'objet donc d'un brevet que nous avons déposé il y a maintenant quelques années avec la société Milestone, qui est un équipementier de fours micro-ondes de laboratoire. Donc là, en termes de volume, on peut travailler jusqu'à 4-5 kg de matière première. Donc le réacteur peut faire un volume utile de 5 à 7 litres. Donc après, tout dépend de la matière première, voire le volume de la matière première. Alors, à l'échelle plus importante, alors il existe déjà des installations industrielles micro-ondes, mais qui sont généralement en mode continu plutôt qu'en batch. En mode continu, donc c'est déjà utilisé aussi dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour décongeler de la viande ou aussi pour sécher des denrées alimentaires. Alors, la version, on va dire, la version pilote de notre four que nous avons breveté il y a quelques années, existe aujourd'hui en modèle 75 litres, donc toujours fabriqué par Milestone, et permet donc de travailler avec une plus grosse quantité de végétal. Alors, je vais justement vous montrer deux applications intéressantes de l'usage de ces dispositifs qui peuvent se faire aussi bien à l'échelle labo que à l'échelle pilote. Une des premières applications, c'est l'extraction assistée par micro-ondes d'huile essentielle sans solvant. Donc là, les travaux ont été faits notamment sur du romarin. Deux extractions ont été réalisées, une extraction dite conventionnelle, donc une hydrodistillation ou un entraînement à la vapeur. Et vous avez donc le conventionnel se trouve sur le graphe du bas, et vous avez au-dessus donc avec des petits cercles transparents, donc c'est la version laboratoire. Et juste en dessous, c'est la version pilote. Donc, on voit qu'on a une parfaite, ici, reproduction de l'extraction à l'échelle pilote. Alors, la particularité donc, de cette extraction sous micro-ondes, c'est qu'elle peut se faire sans solvant, c'est-à-dire sans ajout d'eau. Donc, on met la plante fraîche, donc le romarin frais, et c'est l'eau in situ de la plante qui va participer à la distillation des huiles essentielles. Et on voit qu'en à peine 30 minutes, eh bien, on a une quantité d'huile essentielle qui est quasi équivalente après 1h30 de chauffage conventionnel dans le cas d'une hydrodistillation ou un entraînement à la vapeur. Donc là, l'avantage ici, c'est vraiment le chauffage sélectif, donc le chauffage sélectif micro-ondes qui va interagir directement avec l'eau intrinsèque de la plante et décomposer pendant le processus d'extraction et qui va considérablement augmenter la cinétique d'extraction. Une autre application de l'utilisation de ces micro-ondes, c'est la possibilité d'obtenir des huiles végétales aromatisées. Donc l'avantage, c'est que ça conduit à des huiles végétales à haute valeur ajoutée, très qualitatives, en un temps assez réduit. Alors, d'autre part, l'utilisation de ces micro-ondes évite d'utiliser des traitements mécaniques qui sont souvent utilisés pour aromatiser des huiles, où on va agiter assez vigoureusement, et donc on risque d'endommager la plante et de favoriser aussi la diffusion de la chlorophylle dans l'huile, ce qui est pas forcément désiré. Donc là, les huiles
on va profiter du fait que l'huile, c'est la majorité des huiles hein, qui se conduisent de cette façon, sont transparentes au micro-ondes, c'est-à-dire qu'elles ne chauffent pas au micro-ondes. Vous voyez la tangente delta de l'huile d'olive, c'est 0,0033. Donc, vous mettez à l'intérieur de cette huile, vous mettez par exemple du basilic, ou vous mettez du romarin, ou de l'ail, ou du citron frais. Il faut bien évidemment que ce soit frais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les micro-ondes vont ne pas voir l'huile, parce que l'huile est transparente, et ils vont directement pénétrer au cœur du végétal présent et causer l'éclatement des cellules qui contiennent toutes les molécules aromatiques. Et donc là, vous avez la diffusion de toutes les molécules aromatiques dans l'huile. Donc c'est un moyen très innovant d'obtenir des huiles aromatisées comestibles. Alors, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est donc l'utilisation des solvants alternatifs pour l'extraction. Alors, le solvant idéal d'extraction est un solvant qui est déjà non toxique, non inflammable et qui est sûr, avec un impact environnemental le plus faible possible, mais qui garde bien évidemment ses propriétés de sélectivité et de faible point d'ébullition. Alors, il existe plusieurs classifications des solvants dits alternatifs aux solvants verts. Hein. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire qu'un solvant vert. Ici, nous les avons classés selon différentes catégories. Vous avez le CO2 supercritique qui fait une catégorie à lui tout seul. Vous avez tout ce qu'on appelle les solvants biosourcés, ou les agrosolvants, qui sont issus de matières premières renouvelables. Vous avez tout ce qui est liquide ionique, les NADES, les DES, qu'on peut mettre dans une catégorie bien à part. Vous avez l'eau avec tous ces additifs qu'on a vus déjà tout à l'heure, hein, l'eau, l'extraction enzymatique, l'extraction micellaire avec des hydrotropes, et l'eau aussi dans des conditions un peu particulières comme l'eau subcritique. Et enfin, vous avez une dernière catégorie qui sont les gaz liquéfiés, le propane, le butane ou le DME. Alors, on va s'attarder un petit peu plus sur la partie solvants biosourcés. Ces solvants biosourcés peuvent être classés en 4 catégories. Vous avez ceux qui sont issus, donc ils sont tous quasiment issus de matières premières renouvelables. C'est le cas notamment de ceux qui sont issus du secteur céréalier ou de résidus de la filière sucrière. Donc, c'est l'éthylactate, l'éthanol, le méthyl-THF, l'isopropanol, etc. Ensuite, vous avez les terpènes qu'on peut extraire à partir du secteur du bois, le limonène, le pinène, le cymène, le paracimène. Vous avez tout ce qui est issu de la lipochimie, le glycérol, les méthylesters et enfin donc, ce qu'on appelle les solvants issus de la chimie verte, donc le DMC ou le CPM. Alors, je vais vous montrer donc un exemple de solvant sur lequel nous avons déjà une grande expertise depuis près de 10 ans. C'est le méthyl-THF ou le 2-méthyloxolane, c'est la même chose. Donc, c'est un solvant biosourcé. Il est issu donc, de biomasse lignocellulosique, de résidus de maïs et de bagasse de canne à sucre. Après donc, un certain nombre de transformations, ce 2-méthyloxolane peut être utilisé, par exemple, pour extraire un certain nombre de molécules. Donc, l'avantage sur ce 2-méthyloxolane, c'est qu'il permet de substituer l'hexane. Donc, en termes de sélectivité, de polarité, on va dire, il est un petit peu plus polaire que l'hexane, mais il permet d'extraire en tout cas des lipides, des caroténoïdes, des arômes, etc.,
à partir de différentes matières premières. Donc, ce solvant a fait l'objet de nombreuses thèses donc, au laboratoire. La dernière thèse qui a eu lieu, c'est l'utilisation sur ce déméthyloxolane qui a montré de très très bons résultats en termes de rendement d'extraction, également en termes de qualité de l'huile et aussi au niveau de sa très faible toxicité par rapport à l'hexane, pour obtenir à partir de graines de soja, pour obtenir de l'huile de soja ainsi que des tourteaux de soja pour l'alimentation animale. Donc, cette thèse a pu déboucher sur un projet ADEME qui a été, donc, pour lequel nous sommes partenaires. Donc, ce solvant, l'intérêt de ce solvant donc, est au centre de ce projet qui est porté par le groupe Minafine. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en gros sur le marché un nouveau solvant, donc le 2-méthyl-THF ou le 2-méthyloxolane, c'est la même chose. Un nouveau solvant pour remplacer l'hexane d'origine pétrochimique, qui est d'autre part neurotoxique, pour la production d'ingrédients naturels tels que des huiles comestibles, des protéines végétales, pour les marchés de l'alimentation humaine et de la cosmétique. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps ou pas, ou si vous voulez qu'on passe aux questions. J'ai encore quelques slides, mais je ne sais pas au niveau du timing. Au niveau du timing, il reste une dizaine de minutes. Il y aura du temps. On peut se laisser quelques minutes et on se laisse 5 minutes de questions environ. D'accord, ok, donc je termine rapidement. Donc, je voulais parler un petit peu du concept de bioraffinerie. Donc, depuis déjà quelques années, vous avez probablement entendu parler de ce concept de bioraffinerie qui consiste à valoriser une biomasse dans son intégralité et de considérer le déchet d'extraction non plus comme un déchet, mais comme une nouvelle matière première à partir de laquelle il est possible de valoriser d'autres métabolites. Alors, on a travaillé notamment sur un projet qui consistait à mettre en œuvre le concept de bioraffinerie à partir de microalgues. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas dire quelle est la microalgue et quels sont les produits obtenus ainsi que les process, mais l'idée, pour vous montrer un petit peu l'idée de ce projet, était de valoriser dans un premier temps, donc à partir d'une biomasse microalgale, dans un premier temps la fraction hydrophile, avec donc pour un ingrédient alimentaire, avec un premier produit, d'utiliser le résidu d'extraction pour en extraire la partie lipophile, donc une partie plutôt huile, pigment, ici pour l'industrie cosmétique, et enfin de valoriser le résidu ultime pour, par exemple, de la bioénergie, et on peut imaginer que l'énergie ici produite par le résidu ultime pourrait être réinjectée dans le premier éco-process permettant d'obtenir un premier produit. Alors, on a par ailleurs travaillé aussi sur la valorisation des coproduits de l'industrie agroalimentaire, notamment sur les mares de fruits obtenues à partir de pressage des fruits. Donc ici, vous avez l'exemple de la myrtille. Donc, dans l'industrie agroalimentaire, notamment l'industrie des jus de fruits, il y a énormément de coproduits qui sont des mares, et ces mares renferment très souvent encore des fibres, des polyphénols, que des composés d'intérêt ou des protéines, par exemple. Et du coup, il peut être intéressant de les valoriser.
Enfin, un dernier projet qui est sorti, que nous avons mené il y a 2 ans, qui a consisté à, donc ça a changé un petit peu de nos thématiques habituelles. Il a été question de travailler donc sur la bioraffinerie des larves de mouches, la mouche soldat noir, qui sont considérées aujourd'hui comme des espèces de bio-usines qui sont capables de convertir les déchets de l'industrie agroalimentaire en substances d'intérêt, dont des protéines pour l'alimentation animale, mais aussi peut-être pour l'alimentation humaine demain, et également des lipides, de la chitine, donc tout un tas de produits d'intérêt qui peuvent être donc ensuite valorisés sur différents marchés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je peux répondre à vos questions si besoin. Alors, encore merci Marilyn pour cette présentation qui était très intéressante. Et donc, on a quelques minutes encore s'il y a des questions. Vous pouvez prendre la parole ou les poser dans le chat. Sinon, moi, j'ai une petite question pour commencer. Déjà, je me demandais, avec ces extractions, ces différences d'extraction, est-ce que vous voyez des différences, par exemple, avec la méthode qui comprend des ultrasons? On voit des différences avec une méthode classique plutôt au niveau de la concentration des métabolites ou aussi également au niveau de leur diversité, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Donc, selon la technique, pour le cas des ultrasons, généralement, on n'extrait pas de métabolites en termes de variation de métabolites supplémentaires. On va extraire les mêmes métabolites, mais par contre, on va augmenter la cinétique d'extraction et on peut augmenter aussi les rendements. Mais on va, dans la majeure partie des cas, on va garder la composition, si vous voulez, de l'extrait issu de manière conventionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour les micro-ondes. Les micro-ondes, par exemple, pour les huiles essentielles, on va avoir une composition légèrement différente, étant donné que les micro-ondes ont un chauffage sélectif qui va plutôt extraire des molécules polaires. Donc, on risque d'avoir une composition un peu différente, par exemple pour les huiles essentielles, avec des composés un peu plus oxygénés. Et les composés oxygénés sont souvent à l'origine des notes olfactives. Donc finalement, on se retrouve avec un produit qui est plus frais, qui est plus proche du végétal que pour une technique conventionnelle. Donc là, on peut avoir des différences parce qu'on a vraiment une sélectivité du chauffage qui, lui, va aller extraire des choses que n'extrait pas un chauffage conventionnel. Ok. Et est-ce que ça se fait de combiner un peu ces deux techniques d'extraction, par exemple en 2 phases ou pas du tout? Alors, oui, ça peut se faire. J'aurais tendance à dire pas ensemble, mais l'une après l'autre. Oui, voilà. On peut, par exemple, voilà, ce qu'on peut faire, on peut imaginer de fragiliser un petit peu les parois cellulaires d'un végétal avec de l'ultrason et ensuite de l'extraire par micro-ondes. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. Mais de les utiliser en même temps, ça n'a pas, non, ça n'a pas de... Oui, non, c'est techniquement pas possible. Dans ce sens-là, oui, ça peut. Ok. De la même façon qu'on peut combiner différentes techniques d'éco-extraction, de fragiliser, par exemple, toujours avec les ultrasons, une matière première et d'utiliser des enzymes ensuite pour que les enzymes fassent mieux leur travail, entre guillemets, ou inversement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question un peu aussi sur, du coup, sur ces techniques d'éco-extraction assez générales. Est-ce que, du coup, vous avez comparé en termes de coût énergétique, par exemple, une macération classique avec des ultrasons ou d'autres techniques type micro-ondes, mais d'un point de vue énergie et d'un point de vue rendement obtenu au final de votre extrait? C'est pour les deux cas, hein, l'énergie est moindre parce qu'à chaque fois, on a des cinétiques d'extraction qui sont beaucoup plus courtes.
Donc, si vous prenez, ne serait-ce que pour les huiles essentielles, au lieu de chauffer pendant 2 heures, vous allez chauffer 20 minutes. Donc là, forcément, il y a un coût énergétique qui n'est pas négligeable. Pour les ultrasons, c'est pareil. Si vous prenez une macération, parce qu'en fait, les ultrasons vont intensifier une macération classique. Donc, au lieu de 2 jours de macération en 30 minutes, vous allez obtenir. Alors là, ce n'est pas forcément un coût énergétique parce que la macération n'est pas énergétique en soi puisque vous laissez macérer. C'est un gain en temps et donc du coup en productivité pour un industriel. Si en une demi-heure il obtient son extrait au lieu de 2 jours, ben forcément en 2 jours, imaginez-vous le nombre d'extraits qu'il va pouvoir obtenir. Voilà. Merci. Et j'avais une autre question aussi sur l'hydrodiffusion, c'est ça que vous avez présenté? Oui. Que je connais, enfin que j'avais pas vu encore, et c'est pour savoir s'il y a des avantages à cette technique par rapport à d'autres techniques et ce qu'elle permet de faire par exemple. Alors, l'avantage de l'hydrodiffusion, c'est que c'est justement encore moins énergétique que l'extraction sans solvant par micro-ondes, mais en distillation. Parce que l'hydrodiffusion, c'est la gravité, en fait, c'est par gravité. Et donc là, c'est quasi instantané, en 10 minutes. Donc, vous avez le chauffage micro-ondes qui joue son rôle, donc qui va venir exploser un petit peu toutes les cellules, et ça tombe par gravité. La seule chose, c'est que, alors vous avez, pour certaines plantes, vous avez des huiles essentielles qui tombent, mais vous avez aussi, vous pouvez faire des jus par ce biais-là, ou des eaux intrinsèques de plantes. Vous avez directement l'eau in situ de la plante, puisque dans le micro-ondes, vous imaginez comme si une plante qui allait transpirer, en fait, en quelque sorte. Elle va ouvrir ses pores et tout va s'extraire. Et par gravité, donc l'hydrodiffusion, c'est très intéressant parce que vous allez obtenir un extrait très riche, ça peut être en polyphénol ou autre. Voilà. Par contre, c'est moins sélectif que l'hydrodistillation où vous allez avoir uniquement les molécules volatiles. Là, vous allez avoir un peu tout qui va tomber. Vous pouvez avoir des pigments, vous pouvez avoir même des gouttelettes d'huile qui peuvent tomber, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question sur plutôt la dégradation des molécules. J'ai déjà fait des études sur la dégradation des molécules entre les méthodes conventionnelles et les méthodes alternatives. Et si vous l'avez fait, comment on différencie une molécule qui a été pas ou peu extraite à une molécule qui s'est dégradée pendant l'extraction? Alors, on a en effet travaillé notamment sur les ultrasons. On a beaucoup travaillé donc sur l'extraction notamment des lipides. Et en fait, on s'est aperçu que les ultrasons oxydaient les lipides. Donc c'est pour cette raison que quelquefois les gens veulent utiliser les ultrasons pour aromatiser des huiles par exemple, mais si vous mettez une huile aux ultrasons, eh bien vous allez l'oxyder parce que les ultrasons génèrent des radicaux libres. Et donc, en générant des radicaux libres, eh bien, ils vont oxyder et on aura une huile un petit peu rance. Donc, les ultrasons, il est clair que ça détériore en tout cas tout ce qui est lipide. Après, pour les autres techniques, alors on n'a pas encore tout exploré, hein, mais d'une manière générale, les molécules ne sont pas dégradées. Mais pour les ultrasons, voilà, la particularité, c'est quand même de générer des radicaux libres et donc d'oxyder les molécules sensibles. D'autant plus que si vous travaillez avec une sonde, où c'est beaucoup plus intense qu'un bac, par exemple. Mmh. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, encore merci Marilyn et je vais laisser Audrey pour la conclusion. Merci à tous. Je laisse juste le diaporama pour la prochaine fois. Donc merci encore pour cette présentation sur l'éco-extraction. Et donc on vous a envoyé également le programme par mail, donc avec la date de ce webinaire. Donc vous pouvez regarder le programme jusqu'au mois de juin. Et du coup, je vous fais juste un petit rappel pour nos prochains rendez-vous. Donc